La collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Sciences. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Nous vous proposons la conférence vidéophonique du livre 2, Entité. Chapitre 7. Des faits. Pourquoi nous cache-t-on la vérité au sujet des ovnis, et pourquoi nous heurtons-nous toujours aux démentis officiels? Le titre peut paraître à la fois énigmatique et accrocheur, mais il tente de faire le point sur une situation de fait qu'il est désormais possible de prouver, et dont les implications restent insoupçonnées par la majorité de nos contemporains. Quelques réflexions sur les militaires, les scientifiques et les politiques qui savent la vérité au sujet des ovnis. 1. Prendre conscience que de telles choses peuvent exister. Il convient de montrer que certains groupes de militaires, de scientifiques et dans une moindre mesure, de politiques, savaient de façon certaine qu'il existe sur notre planète une présence extraterrestre. Nous n'avions cependant pas analysé en profondeur toutes les implications de cet état de fait. C'est ce que nous allons essayer de faire dans ce nouveau dossier en allant le plus loin possible dans les implications qui résultent de cette présence étrangère, et en reconnaissant dans le même temps que si certaines de ces implications peuvent paraître totalement folles, horribles, ou même délirantes, elles n'en demeurent pas moins possibles. La réalité n'est peut-être celle que l'on cherche à nous faire croire. Quoi qu'il en soit, notre objectif est d'explorer des hypothèses et de suivre des pistes, en reconnaissant volontiers qu'elles ne sont pas forcément le reflet exact de la réalité. L'important est de prendre conscience que de telles choses peuvent exister. La nuance est que nous ne disons pas que nous avons des preuves irréfutables que ces choses existent, mais que nous avons trouvé des indices sérieux qui convergent tous dans le sens de leur possible réalité. Ensuite, l'auditeur ou le lecteur est libre de se faire sa propre opinion. En tout cas, l'une des conclusions à laquelle nous étions parvenus jusque-là était qu'il existait 3 principaux degrés d'implication des militaires, des scientifiques et des politiques vis-à-vis du phénomène OVNI. À noter que les politiques n'auraient pas le même niveau d'habilitation que les militaires et les scientifiques. Les présidents des États-Unis successifs ont été tenus à l'écart, parce qu'ils n'avaient pas l'habilitation requise. Propos du Dr Edgar Mitchell pour Discovery Channel. 2. Degré 0 d'implication. Caractéristiques du degré 0, observation et détection à distance du phénomène OVNI. Collecte de rapports d'observations et de témoignages. Enregistrement radar, films et photos d'OVNI. Récupération de divers matériaux, fragments de métaux, implants, dont l'origine n'est pas humaine. Analyse approfondie de traces au sol, d'échantillons de végétation ayant subi des altérations. Le phénomène ne représente pas une menace pour la sécurité des États. Les autorités assistent impuissantes aux évolutions du phénomène OVNI dans leurs espaces aériens. Pas de contact direct avec le phénomène, mais simple constat que ce phénomène est bien réel. 3. Degré 1 d'implication. Caractéristiques du degré 1, observation du phénomène OVNI avec contact sporadique et limité, sans influence directe sur les affaires humaines. Rencontre secrète que l'on peut qualifier de courtoise entre des représentants de la civilisation ou des civilisations qui produit le phénomène OVNI et des représentants terriens rigoureusement sélectionnés. Échange d'informations, voire transfert limité de technologie. Démonstration des prouesses des ovnis pour montrer aux terriens leur supériorité technologique. Contact avec le phénomène OVNI, mais pas d'interférence notable avec les affaires humaines. Tout se passe à un niveau très confidentiel. 4. Degré 2 d'implication. Caractéristique du degré 2, il y a des contacts importants et fréquents au plus haut niveau. Collaboration active avec la ou les civilisations extraterrestres. Il existe des échanges importants d'informations et des transferts massifs de technologies. Nous pouvons imaginer que dans le pire des scénarios les extraterrestres exerceraient un contrôle presque total sur notre planète. Ils dicteraient les grandes lignes de l'organisation économique, politique et scientifique des États. Ils pourraient programmer notre avenir.
Une infiltration des extraterrestres dans toutes les sphères dirigeantes de la planète est aussi envisageable. Ils pourraient même prendre une apparence humaine pour passer inaperçus. Dans ce scénario de l'extrême, les politiques seraient soumis aux extraterrestres. À ce niveau d'implication, tout est possible. Le phénomène peut alors représenter une grave menace pour notre planète et l'avenir de notre civilisation. C'est le pire des scénarios, digne des théories conspirationnistes les plus sombres. Une alternative est cependant envisageable. Nous pouvons, en effet, imaginer l'hypothèse inverse, c'est-à-dire que les extraterrestres exerceraient un contrôle bénéfique et positif sur notre civilisation, avec l'intention de nous guider et peut-être même de nous éduquer, pour nous permettre d'accéder à un niveau supérieur de civilisation. Le degré 2 implique des contacts étroits avec les extraterrestres, avec intervention et ingérence maximale dans les affaires humaines. Tout se passe à un niveau confidentiel, mais les militaires et les scientifiques sont soumis au phénomène. Le phénomène dicte sa loi, mais cette loi est destinée à nous faire progresser. Les extraterrestres auraient un plan destiné à orienter l'évolution de l'espèce humaine dans un sens bénéfique pour nous. Le point de départ de nos réflexions est que le degré 0 d'implication est une certitude. L'existence du phénomène OVNI est un fait qui n'est plus à démontrer. Il existe désormais tellement de preuves de sa réalité qu'il n'est plus nécessaire de débattre de cette question. Par ailleurs, il faut noter que les 3 niveaux d'implication des structures politiques, militaires et scientifiques, décrits ci-dessus, sont bien évidemment très schématiques. Il peut exister de nombreux degrés intermédiaires entre ces 3 grandes catégories. Toutes les combinaisons sont en fait possibles. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le degré 0 est aujourd'hui une réalité bien établie, indiscutable. Le degré 2 est seulement probable. Il représente le degré extrême d'implication. 5. Quel degré d'implication ? Selon nous, la réponse à la question des mobiles qui sont à l'origine de l'étrange politique du secret orchestrée par les structures dirigeantes vis-à-vis du phénomène OVNI dépend du degré d'implication considéré. Si nous supposons que ce degré est égal à 0, on voit mal pourquoi ces structures maintiendraient à tout prix un secret qui en fait n'en est pas vraiment un. La question des ovnis intéresse, en effet, de nombreuses personnes à travers le monde depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les informations concernant le phénomène OVNI sont abondantes et chacun peut mener ses propres recherches sur ce sujet en toute liberté. Dans ce cas, degré d'implication égal à 0, les raisons du secret seraient nécessairement triviales. Le souci de conserver une certaine crédibilité vis-à-vis de l'opinion publique pourrait, par exemple, motiver une telle attitude. Par contre, si nous supposons que ce degré est proche de 2, les raisons d'un tel secret s'expliquent déjà beaucoup mieux. Si l'on admet cette possibilité, nous pouvons tout imaginer. Des contacts planifiés assortis de prises de décision concertées entre des extraterrestres et des représentants terriens sont alors tout à fait envisageables. Rien ne prouve que de tels contacts existent réellement, mais c'est une éventualité qu'il ne faut pas rejeter sans examen. 6. Les gens de l'intérieur. L'utilisation de l'expression « gens de l'intérieur » signifie qu'il existerait un groupe secret d'individus qui détiendraient des informations ultrasensibles concernant les ovnis et leurs occupants. Si l'existence de ce groupe est plus que probable, il est en revanche très difficile d'estimer le nombre d'individus qui le composent. L'aspect le plus troublant dans l'existence d'un tel groupe, c'est qu'il se situerait en dehors de toutes les structures officielles connues et identifiables. On a longtemps soupçonné l'armée américaine d'abriter en son sein un groupe de ce genre qui, bien que secret, dépendrait malgré tout de l'armée, de son organisation et de sa hiérarchie. Les agences de renseignement américaines, CIA, FBI, NSA, NRO, DIA, etc., sont aussi de bonnes candidates susceptibles d'héberger des groupes clandestins travaillant en secret sur le phénomène OVNI. Or, le point de vue de Mitchell suggère que ces mystérieux gens de l'intérieur ne seraient dépendants ni de l'armée, ni des services secrets, ni du gouvernement, ni d'aucune autre instance gouvernementale identifiable. Dans ce sens, il s'agirait bien de « privés »,
comme le dit Mitchell, et ces gens n'auraient littéralement de compte à rendre à personne, sauf peut-être aux extraterrestres eux-mêmes. Une telle situation, si elle est réelle, suscite de nombreuses interrogations. Comment le groupe est-il financé? De quels appuis bénéficie-t-il? D'où tire-t-il son pouvoir? De quelles armes et de quelles technologies dispose-t-il? Quel est le sens de son action? S'il est difficile de répondre à chacune de ces questions, nous pouvons malgré tout concevoir une sorte de scénario dans lequel les gens de l'intérieur représenteraient une agence qui occuperait une position située en réalité à l'extérieur de toutes nos structures sociales. Curieusement, plus que des gens de l'intérieur, il s'agirait de gens de l'extérieur, c'est-à-dire d'individus qui ne seraient pas soumis aux lois qui s'appliquent aux citoyens ordinaires, impunité absolue, et qui ne seraient intégrés à aucune des hiérarchies existantes, qu'elles soient civiles ou militaires. Conclusion, personne n'aurait de prise sur eux, et ils ne pourraient être empêchés d'agir par aucun pouvoir connu. Si un tel groupe possédant de tels pouvoirs exorbitants existe réellement, c'est une situation très alarmante contre laquelle, malheureusement, nous n'avons aucun moyen d'action. Ce qu'il importe de comprendre, c'est que nous ne serions pas en présence d'une structure dont le but serait d'étudier le phénomène OVNI en secret, une sorte de labo clandestin en quelque sorte financé par le gouvernement, mais d'un groupe qui n'ignore plus rien de ce phénomène et qui se trouve être au cœur même de toutes les affaires liées aux OVNI, abduction, Roswell, mutilation du bétail, rétro-ingénierie ou reverse engineering, homme en noir ou man in black, base souterraine. Aliens, désinformation, manipulation, projets noirs, etc. Aujourd'hui, la problématique du phénomène OVNI a changé et les ufologues devraient se poser de nouvelles questions. Les études menées sur ce sujet devraient intégrer de nouveaux paramètres. La collecte pure et simple de témoignages n'est plus suffisante. Ce qu'il faut chercher à établir désormais, c'est le degré exact d'implication de certains groupes humains vis-à-vis de ce phénomène. C'est une tâche difficile, mais les quelques informations dont nous disposerions seraient lourdes de conséquences. Une des implications du degré 2 concerne la possibilité de l'existence de gigantesques bases souterraines reliées entre elles par un vaste réseau de tunnels à l'intérieur desquels circuleraient des navettes ultra-rapides. Ces installations souterraines pourraient abriter des sites secrets dédiés à la rétro-ingénierie. Ils pourraient aussi servir d'habitat permanent à des colonies d'extraterrestres avec leurs vaisseaux. Les informations dont nous disposons laissent supposer que les activités menées dans ces bases sont inquiétantes, voire même horribles. Les aliens y poursuivraient des travaux sur le bétail enlevé et mutilé et même sur des êtres humains enlevés. La nature de ces travaux pourrait concerner des manipulations génétiques pour créer des êtres hybrides. 7. Opération Majestic 12. Le degré 2 d'implication admet l'existence d'une structure occulte qui serait non seulement informée de l'existence de vaisseaux extraterrestres évoluant dans notre environnement, mais qui aurait même des contacts avec les entités pilotant ces vaisseaux. Des documents douteux ont révélé l'existence d'un groupe humain qui pourrait être assimilé à cette structure occulte. Il s'agit du mystérieux Majestic 12 ou MJ12. L'affaire du MJ12 débute en juin 1987 quand l'existence de documents relatifs à ce groupe occulte est révélée par William Moore lors du symposium du MUFON UFO Network à Washington, D.C. À l'origine, les documents ne comportaient que 8 pages parvenues sous la forme d'une pellicule photographique dans une enveloppe au domicile de James Chandera, producteur d'une station de télévision de Los Angeles, en décembre 1984. 2 ans auparavant, James Chandera s'était joint à Moore et à Stanton Friedman pour effectuer un travail en équipe basé sur la recherche de documents officiels prouvant l'implication du gouvernement américain dans la dissimulation de la vérité sur les ovnis. Selon les documents présentés par Moore, le MJ12 aurait été composé de 12 membres occupant de très hautes fonctions. En effet, le secrétaire de la Défense, les 3 premiers directeurs de la CIA, un général de l'USAF, un autre de l'armée et une brochette de scientifiques de très haut niveau figuraient sur la liste des membres, Rasko Achien Coete, Dr Vannevar Bush Seki.
James Forrestal, Nathan F. Twining, Rohit S. Vandenberg, Dr. Detlev Bronk, Dr. Jérôme Ransecker, Mr. Sidney W. Sowers, Mr. Gordon Gray, Dr. Donald Menzel. Robert Montague, Dr. Lloyd V. Buckner. Le MJ12 est décrit comme un groupe d'études gouvernementales des ovnis qui aurait été fondé en 1947 par le président Truman, après l'affaire du crash de Roswell. Le but de ce groupe, dirigé par Vannevar Bush, était d'étudier le mode de fonctionnement des disques volants récupérés par l'armée, et de maintenir en vie des entités biologiques extraterrestres récupérées sur le lieu du crash. Si l'existence réelle du MJ12 est aujourd'hui mise en doute, l'idée qu'il a fait naître dans l'esprit des ufologues n'est peut-être pas dénuée de fondement. Cette idée est qu'au plus haut niveau, les autorités connaissent tout du dossier OVNI et qu'elles sont en contact étroit avec les aliens. Sous le voile de la fiction du MJ12, des informations vraies auraient été délivrées au public. C'est toujours la même tactique. Elle consiste à informer par le biais de la désinformation. Informer sur le fond en falsifiant la forme. Il est donc certain que dans la réalité les événements ne se sont exactement déroulés comme l'indiquent les documents de mort. Selon nous, il est fort probable que la prise de contact officielle entre les aliens et la structure occulte remonte bien avant le crash de Roswell. Il faut imaginer que l'initiative du contact a été prise par les aliens et que la scène s'est sans doute déroulée sur une base militaire secrète au Nouveau-Mexique par exemple. Nous pensons que le pouvoir politique est nettement moins impliqué, voire même dans certains cas pas du tout impliqué, dans les activités conjointes entre terriens et extraterrestres. Les militaires et les scientifiques, membres de la cellule spéciale, pourraient ne pas être enclins à partager certains secrets avec les hommes politiques qui changent au gré des élections. L'intérêt de cet organigramme est aussi de montrer l'écart qui existe entre le simple citoyen et certains groupes humains très fermés quant aux possibilités d'accéder à la véritable information sur le phénomène OVNI. Il permet de comprendre que plus nous montons dans la hiérarchie et plus la qualité, la précision, la valeur et en quelque sorte le poids de l'information disponible est élevé. Il faut aussi reconnaître que plus le poids du secret est lourd et plus les pistes sont brouillées pour le simple citoyen. Le rôle des médias officiels est aussi très important puisqu'ils sont directement placés sous le contrôle des militaires, des scientifiques et des politiques. La situation est d'autant plus complexe que l'information contrôlée pourrait revêtir deux aspects, fausses informations mêlées à des informations vraies. Le but serait de maintenir les populations sous contrôle tout en les informant qu'il se passe quelque chose d'anormal. 8. Les inquiétudes du Dr Mitchell. En écoutant attentivement l'interview du Dr Edgar Mitchell enregistrée sur le DVD « OVNI, 50 ans de déni », nous avons été surpris par le ton nouveau avec lequel il exposait ces révélations qui venaient toutes corroborer celles qu'il avait déjà divulguées lors de la fameuse interview donnée en direct le 24 juillet 2008 sur la station locale britannique Kerrang Radio. Sur les ondes, en 2008, Mitchell semblait plus confiant et serein, alors qu'en 2011, sur le DVD, le ton est plus solennel et montre sans ambiguïté une vraie inquiétude. Le contenu même de ces réponses laisse entrevoir qu'il existerait un côté sombre à toutes ces manifestations du phénomène OVNI. Alors qu'en 2008, il disait clairement qu'il ne fallait craindre aucune hostilité de la part des extraterrestres, car s'ils nous voulaient du mal, ils nous auraient exterminés depuis longtemps, son point de vue semble plus nuancé en 2011. Son inquiétude est aussi perceptible lorsqu'il évoque le comportement de certains groupes humains impliqués dans les affaires d'OVNI. Il n'hésite pas à parler de contrôle mental exercé par ces groupes dans le but de cacher la vérité ou dans celui plus inquiétant de mener des expériences à grande échelle. Ces expériences de contrôle mental seraient destinées à conditionner les masses dans une direction voulue. Ce serait une sorte de conditionnement global dont la finalité serait de diriger le psychisme des humains en vue de créer une société totalitaire, le nouvel ordre mondial. Il n'hésite pas à dire que le centre d'activité, le vrai centre des prises de décision au niveau national, ne semble plus être du ressort du gouvernement ni de la compétence des militaires, pas même de l'exécutif, et cela est très inquiétant.
9. Une technologie extraterrestre compréhensible. Un autre point important à relever dans les propos de Mitchell est le fait que la technologie extraterrestre n'est pas hors de portée de nos scientifiques. Nous serions même, selon lui, capables de la comprendre, sinon complètement, du moins dans une large mesure. Finalement, cette technologie ne serait pas si en avance sur nous. Si comme le dit clairement Mitchell nous avons récupéré au moins une épave d'OVNI à Roswell, et si cet OVNI accidenté a fait l'objet d'une étude approfondie, il est possible que depuis 1947 nous ayons enfin élucidé bon nombre de questions se rapportant à la propulsion de l'OVNI et aux différents systèmes embarqués à bord de cet engin. Ce point est important, car de nombreux ufologues ont toujours cru que les ovnis possédaient une technologie tellement supérieure à la nôtre que nous ne pourrions jamais percer leur secret. Cet avis est d'ailleurs en contradiction avec le fait que des ovnis auraient été victimes d'avaries et qu'ils se seraient écrasés sur Terre. Si cette technologie aliens était si supérieure, de tels incidents sembleraient hautement improbables. Alors certains ont même imaginé que les extraterrestres auraient volontairement simulé des crashs pour nous permettre de prendre conscience de leur niveau technologique. Comment expliquer alors la présence d'êtres à bord de ces ovnis accidentés qui auraient été retrouvés morts ou agonisant dans les décombres? 4 de ces corps auraient été retrouvés à Roswell. Nous ne pouvons pas imaginer que les aliens auraient poussé le simulacre jusqu'à sacrifier leur vie. La meilleure hypothèse est que les ovnis ne sont pas des engins parfaits et qu'ils peuvent être victimes de défaillances techniques. Si c'est le cas, le niveau technologique des ovnis est sans doute moins élevé que nous le supposions, et la compréhension de leur système serait à notre portée. Une des conséquences de cet état de fait est que nous aurions pu même reconstituer un ovni en état de marche, capable de voler, et que nous aurions pu aussi utiliser certains éléments de cette technologie à nos propres fins, rétro-ingénierie ou reverse engineering. Cette question de la rétro-ingénierie est certes passionnante, mais elle suppose aussi l'existence de situations étranges dont il est bien difficile de démêler les tenants et les aboutissants. L'une de ces situations pour le moins curieuse, suppose qu'un certain nombre de technologies utilisées de façon courante, à la fois dans le domaine civil et militaire, pourraient avoir une origine extraterrestre. Les technologies les plus souvent citées qui seraient issues de la rétro-ingénierie sont l'informatique et l'invention du microprocesseur, le laser, la vision nocturne, la fibre de verre et la furtivité des bombardiers. 10. Des extraterrestres parmi nous. Une autre des informations troublantes délivrées par Mitchell est celle qui évoque la possibilité que des extraterrestres pourraient cohabiter avec les terriens, pure souche, si l'on peut dire. Ces entités déambuleraient parmi nous sans que nous puissions deviner qui elles sont réellement. Certes, cette information n'est pas nouvelle et elle a déjà été évoquée par quelques ufologues, mais sans qu'elle soit vraiment prise au sérieux. Dans la bouche de Mitchell, elle prend soudain une autre dimension. Ce qui frappe, c'est tout ce qu'implique une telle révélation. Si des extraterrestres sont capables de revêtir un costume d'homme, cela signifie que nous pouvons les croiser partout sur Terre. Nous pouvons imaginer qu'ils occupent toutes sortes de fonctions au sein de nos sociétés, depuis le poste de simple employé dans une banque ou une usine, jusqu'aux plus hautes fonctions de l'État. Songeons que derrière l'apparence d'un ministre, d'un général, d'un professeur d'université, d'un chercheur dans un laboratoire, d'un présentateur de télévision, d'un médecin ou d'un simple boulanger, peut se cacher un alien qui aurait non seulement la possibilité de nous observer et de nous étudier à sa guise, mais aurait aussi celle de prendre des décisions qui pourraient avoir une grande influence sur nos vies. Tous les rouages de nos sociétés pourraient alors être contrôlés par des extraterrestres. Mais la situation est peut-être encore plus complexe qu'il n'y paraît du fait que de vrais humains bien de chez nous travailleraient peut-être en secret pour les aliens. Une sorte de « cinquième colonne », en quelque sorte qui serait à la solde des aliens. Les humains collaborateurs pourraient être aussi de deux types. Il y aurait d'une part les « volontaires », qui auraient été contactés par les extraterrestres et qui auraient choisi en pleine conscience de servir leur cause, et d'autre part des humains enlevés, abductés, qui auraient subi une sorte de « lavage de cerveau » ou une reprogrammation psychique, et qui seraient un peu comme des « zombies » ou des « esclaves » au service des aliens.
Nous pouvons aussi imaginer des créatures humaines qui seraient des clones entièrement conditionnés et programmés pour servir les aliens. 11. Les deux visages de la NASA. Dans la liste des caractéristiques du degré 2 d'implication, figure en bonne place la possibilité que les grandes agences spatiales, NASA américaine, CNSA chinoise, ESA européenne, FK russe, JAXA japonaise, puissent mener de front, et en parallèle, deux programmes bien distincts. Au sein de ces agences, il existerait donc A. Un programme officiel destiné à donner le change en quelque sorte à un large public, mais ce programme ne serait qu'une façade et une vitrine, pour donner une image de sérieux et de respectabilité. B. Un second programme, militaire, impliquant des activités occultes dont le public ignore tout. Ce programme bénéficierait de technologies très supérieures à celles qui sont connues du grand public, vaisseaux spatiaux utilisant l'antigravité par exemple. Si nous prenons l'exemple de la NASA, cette question de l'existence de deux programmes a été soulevée par quelques ufologues dont le plus célèbre en France est sans doute M. Jean-Pierre Petit. Ainsi l'agence spatiale américaine ne serait qu'une façade qui couvrirait en fait des programmes ayant une avance technologique considérable sur les programmes officiels. Le nom de code de l'un de ces programmes secrets est Solar Warden, gardien du Soleil ou du système solaire, ou directeur, maître, du système solaire. L'existence du programme Solar Warden prouverait que la NASA n'est qu'un vaste programme de couverture qui utilise les technologies obsolètes de propulsion basées sur la chimie. Même le programme soi-disant futuriste, appelé Constellation, aujourd'hui abandonné, qui avait été initié par l'administration Bush en 2004 et qui aurait été capable d'emmener 4 hommes sur la Lune puis sur Mars n'aurait été qu'une couverture. Au-delà des programmes officiels de la NASA, nous aurions déjà un programme spatial capable de missions interplanétaires utilisant des technologies de propulsion par antigravité. Des missions secrètes auraient déjà été envoyées vers la planète Mars depuis longtemps, et des bases permanentes auraient même été installées à sa surface. Pour réaliser ces missions, la NASA bénéficierait de l'aide des aliens. Cette sorte de collaboration pacifique entre la NASA et les aliens aurait permis à l'agence spatiale américaine d'explorer toutes les planètes de notre système solaire depuis plus de temps que son programme officiel le laisse entendre. Il faut bien reconnaître que l'existence de ces projets noirs paraît incroyable. Si ces projets restent entourés d'un épais mystère, nous pouvons en revanche montrer que la NASA sait de façon certaine que notre système solaire est habité par une présence étrangère. 12. Les activités inavouables des aliens. Un des aspects les plus inquiétants de ce degré 2 d'implication concerne ce que nous appelons les activités inavouables des aliens avec l'accord et la complicité, plus ou moins volontaire d'ailleurs, des humains ou de certains groupes d'humains. La liste de ces sombres desseins est connue, et les thèmes qu'elle véhicule alimentent les sites internet et la littérature de ce que l'on nomme habituellement la lunatic fringe et les milieux conspirationnistes. Cette sorte de nef des fous que représente le mouvement de la lunatic fringe vient directement des États-Unis et trouve sa source dans des personnages étranges qui prétendent détenir des informations extraordinaires sur les aliens. C'est à la fin des années 80 que nous voyons circuler dans les milieux ufologiques des informations qui se proposent de dénoncer la collaboration qui aurait été secrètement conclue entre le gouvernement américain et les extraterrestres. En échange de leur technologie, les extraterrestres auraient été autorisés par le gouvernement américain à enlever des humains et des animaux à des fins d'expérimentation. Le but de ces expérimentations serait de régénérer le capital génétique déclinant des aliens et de faire des sortes de croisements entre aliens et humains ou entre humains et animaux comme dans le roman d'H.G. Wells, l'île du docteur Moreau. Des bases souterraines auraient aussi été données aux aliens. Il existerait deux sortes de bases. 1. Les bases mixtes abritant des aliens et des humains comme dans l'hypothétique base de Dulce située au Nouveau-Mexique. 2. Des bases exclusivement réservées aux aliens comme celles qui seraient enfouies dans les fonds marins au large de l'île de Porto Rico, Grande Antilles.
Aveuglé par les prouesses technologiques des aliens, le gouvernement américain se serait rendu compte, trop tard apparemment, qu'il avait été dupé. Depuis cette prise de conscience, le gouvernement serait en conflit avec certains aliens. Selon lui, il n'aurait pas respecté les termes du contrat et aurait enlevé plus d'animaux et d'humains que prévu. Nous pouvons nous interroger sur la nature réelle de ce conflit et nous demander si c'est une simple crise diplomatique ou un vrai conflit militaire. Mais comment pourrions-nous être en guerre contre un ennemi qui posséderait une telle avance technologique que nos armes ressembleraient à des arcs et des flèches, en face d'une armée équipée d'avions de chasse et de missiles intercontinentaux? À l'origine de ces horribles révélations, nous trouvons des personnages comme John Lear, fils de William Lear, le célèbre constructeur d'avions, qui a longtemps travaillé pour la CIA, au Vietnam et en Amérique centrale. Un autre informateur est William Cooper, ancien officier de renseignement de l'US Navy, auteur du livre traduit en français, Le gouvernement secret. Cooper a dirigé un groupe paramilitaire antigouvernemental et pro-extraterrestre comme il en existe beaucoup aux États-Unis. Il fut tué au cours d'un échange de coups de feu avec la police de l'Arizona le 6 novembre 2001 à l'âge de 58 ans. Nous trouvons aussi des gens comme John Grass, alias Waldemar Valerian, ancien sous-officier de l'US Air Force, William Moore qui a reconnu qu'il servait d'indicateur, pour l'US Air Force et peut-être aussi pour d'autres agences, qu'il avait participé à une campagne de désinformation à l'encontre du Dr Paul Bennewitz, et que son principal contact était Richard Doughty, agent du district 17 de la FOSI, un spécialiste de la désinformation et de la guerre psychologique. Quel crédit accorder aux révélations faites par ces individus qui ont eu des contacts étroits avec des agences de renseignement américaines? Même sans aller très loin dans l'analyse de ces sources, il apparaît que leur degré de crédibilité semble en effet très faible. Alors, pourquoi divulguer sciemment des informations erronées? La réponse la plus plausible est qu'en distillant, dans le grand public de fausses informations, le résultat visé est de camoufler les vraies informations. C'est une méthode connue qui a fait ses preuves. Le public se focalisera d'autant plus sur les fausses informations qu'elles seront horribles, effrayantes, scandaleuses, et qu'elles toucheront en profondeur les âmes sensibles. Les journaux à sensation connaissent cela depuis longtemps. Pour vendre du papier, il faut viser le niveau émotionnel et l'affectif. Le monde que ces pseudo-informateurs décrivent est en effet cauchemardesque. C'est un véritable enfer sur Terre. Les faits dénoncés, s'ils sont vrais, montrent que l'humanité est volontairement anesthésiée, désinformée et plongée dans l'ignorance la plus crasse quant aux agissements de nos gouvernements qui seraient de connivence avec les aliens. Tout cela fait froid dans le dos et plonge ceux qui adhèrent à ces thèses dans le plus profond désarroi. N'est-ce pas le but recherché, désorienter et déstabiliser le public en touchant l'affect et non la raison? En assénant ces informations terrifiantes, la raison est comme paralysée et une réflexion saine et objective ne semble plus possible. Cette tactique diabolique empêcherait donc toute recherche sérieuse sur le phénomène OVNI et polluerait les milieux ufologiques. Elle ajouterait des parasites sur le bruit de fond général existant et rendrait très difficile la recherche de vraies informations. Le développement d'Internet aurait même amplifié considérablement la diffusion de ces parasites. Le résultat est que nous ne pourrions plus faire la différence entre le vrai et le faux. Le corollaire de cette activité de brouillage est que si quelqu'un diffuse de fausses informations, c'est sans doute parce qu'il souhaite dissimuler celles qu'il possède et qui sont vraies. Dans le cas des activités inavouables des aliens, la vérité serait alors tout autre. Nous pouvons supposer que cette vérité pourrait même être très différente. Loin d'être inavouables, les activités des aliens seraient au contraire dictées par le souci de venir en aide à l'humanité en la débarrassant de tout ce qui porte actuellement préjudice à son évolution future. Les guerres, les armes de destruction massive, le complexe militaro-industriel font partie de ces éléments négatifs qui empêchent l'humanité d'évoluer. Les aliens auraient peut-être décidé de contrecarrer les activités des militaires et des industriels qui fabriquent des armes pour eux.
Dans ce cas, nous comprenons mieux les raisons qui pousseraient les services de renseignement à propager des informations très négatives sur les aliens et leurs activités. Cependant, ce n'est qu'une hypothèse. Ce qui est certain en tout cas, c'est que le gouvernement américain dissimule sciemment des informations capitales concernant les ovnis et leurs occupants et qu'il propage de fausses rumeurs sous la forme de récits qui décrivent les activités horribles et inavouables des aliens. Dans quel but? Sans doute estime-t-il que s'il disait la vérité au sujet des ovnis, son pouvoir s'en trouverait considérablement affaibli et avec lui, celui des militaires. 13. Les aliens et la domination du monde. La question que se posent de nombreux ufologues est celle de savoir ce que les aliens sont venus faire dans notre système solaire. Au moins deux hypothèses peuvent être formulées quant à l'origine de cette présence. La première hypothèse, et sans doute la plus répandue, est que les aliens sont arrivés chez nous il n'y a pas très longtemps, la fin de la Seconde Guerre mondiale semble être la date la plus proche, et qu'ils se sont déplacés depuis leur lointaine planète parce qu'ils ont découvert que nous possédions l'arme atomique. Sans doute inquiets de voir qu'une arme aussi redoutable était entre les mains de créatures aussi peu évoluées que les êtres humains, les aliens auraient décidé de nous surveiller, et peut-être même d'intervenir de façon discrète dans nos affaires pour éviter notre autodestruction. Les nombreuses observations d'ovnis à proximité des installations nucléaires civiles et militaires plaideraient en faveur de cette hypothèse. La seconde version expliquant la présence des extraterrestres chez nous, suppose qu'ils sont là depuis très longtemps et même qu'ils seraient ici chez eux dans le système solaire. Quand nous disons qu'ils sont là depuis très longtemps, il faut songer à des périodes de plusieurs millénaires, et peut-être même à des millions d'années de présence. Ils seraient en quelque sorte les propriétaires du système solaire, alors que nous ne serions que de modestes et temporaires locataires. Quelques chercheurs avancent même l'hypothèse qu'ils pourraient être à l'origine de l'espèce humaine, voir le livre de Jean Saider, OVNI, créateur de l'humanité. Saider considère cependant que les ovnis ne sont pas d'origine extraterrestre. Selon que l'on adopte l'une ou l'autre de ces deux versions, les raisons des apparitions d'ovnis sont différentes. Dans les deux cas cependant, nous pouvons admettre en toute logique que ces apparitions sont motivées et qu'elles rentrent dans le cadre d'un plan mûrement réfléchi. Les aliens qui pilotent les ovnis ont de bonnes raisons de venir se montrer chez nous. Leur action est forcément dictée par des motifs précis. Ce serait sans doute une grave erreur de penser que les ovnis ne font que survoler nos villes et nos campagnes pour admirer nos beaux quartiers et notre belle nature. La pénétration du phénomène ovni est certainement plus importante qu'il n'y paraît. Il est cependant difficile d'évaluer correctement le degré de pénétration de nos sociétés. La question qui se pose est donc celle de savoir en quoi consiste le plan des aliens et quelle est son ampleur. À cette dernière question, il est possible d'apporter des réponses variées et même opposées. Ce plan est-il destiné à sauver l'humanité de sa propre folie et de l'amener ensuite, petit à petit, à grandir et à suivre une courbe d'évolution ascendante, voir le livre de Christelle Seval, le plan pour sauver la Terre. Au contraire, le plan des IT est-il d'asservir l'humanité et de la contraindre à se plier aux impératifs ténébreux d'une intelligence qui n'éprouve aucune de nos émotions? Pour étayer cette dernière version, les ufologues inquiets, sombres et pessimistes, se basent sur des phénomènes comme les mutilations du bétail, les enlèvements, abductions, les hommes en noir, les disparitions définitives et inexpliquées d'êtres humains, et d'autres activités des ovnis parfaitement inavouables. Si seulement nous admettons que les mutilations du bétail et les enlèvements sont bien perpétrés par les ovnis, il est tout à fait légitime d'être inquiet et de penser que les aliens sont peut-être en train de réaliser un plan de domination à l'échelle planétaire. Si c'était le cas, la situation serait alarmante et notre avenir en tant que civilisation serait gravement menacé. À ce niveau d'implication, les autorités n'auraient pas d'autre choix que de collaborer avec les aliens. La collaboration pourrait être subie ou volontaire. La situation serait d'autant plus dramatique que des humains pourraient être complices des aliens et travailler pour eux, la fameuse cinquième colonne.
Cette complicité entre humains et aliens pourrait être le fait de hauts dirigeants occupant des postes clés dans l'administration des États, dans les armées, dans le domaine de la recherche scientifique et dans celui de l'industrie privée. Mais pour quelles raisons les aliens voudraient-ils dominer le monde? Il semble logique de penser que cette domination ne serait pas motivée par une simple soif de pouvoir comme cela se rencontre parfois chez nos grands hommes politiques, mais plutôt pour des raisons très concrètes sans aucune connotation émotionnelle. L'asservissement de l'humanité pourrait par exemple servir aux aliens pour exploiter un potentiel génétique qu'ils ne pourraient plus trouver chez eux. Dans ce sinistre scénario digne d'un film d'horreur, les humains seraient de vulgaires cobayes qui serviraient de matériel pour réaliser des expériences biologiques ou d'autres manipulations dont la finalité nous échappe. Dans tous les cas, les raisons de cette domination ne pourraient être que nuisibles pour nous. Les aliens agiraient comme des prédateurs ou comme des parasites. À terme, l'humanité ne serait plus qu'une sorte de réservoir biologique destiné à satisfaire les besoins des aliens. Nous serions dans la même position que nos poulets qui sont élevés en batterie et qui finissent tous un jour ou l'autre dans notre assiette. Éprouvons-nous de la compassion et de l'horreur vis-à-vis de ces malheureux volatiles qui attendent une mort certaine dans des conditions de vie épouvantables? Éprouvons-nous un sentiment de répulsion lorsque nous dégustons en famille une belle dinde de Noël? Nous avons examiné dans le précédent paragraphe les activités inavouables des aliens, ce que valent ces informations horribles et quel crédit nous pouvons leur accorder. Alors si les aliens ne veulent pas dominer le monde et asservir l'humanité, quels sont leurs objectifs? Il semble impossible de répondre de façon sûre à cette question. L'hypothèse qui nous paraît la plus raisonnable est qu'ils ne sont sans doute pas aussi agressifs et méchants que le laissent entendre les représentants de la Lunatic Fringe, infiltrés par les agences de renseignement. Ce qui est plus inquiétant selon nous, ce n'est pas le comportement des aliens, mais plutôt celui des services de renseignement. Apparemment ce ne sont pas les aliens qui chercheraient à dominer le monde, mais bien la caste du complexe militaro-industriel qui n'a jamais cessé de s'enrichir en appauvrissant les peuples et en semant la guerre et la violence sur tous les continents, Vietnam, Irak, Afghanistan, Chili, Argentine, etc. Le nouvel ordre mondial, le nom, qui semble se mettre en place n'a pas été concocté par des aliens assoiffés de pouvoir, mais bien par des êtres humains qui veulent imposer au peuple de notre planète leur vision totalitaire qui ne laisse aucune place aux valeurs spirituelles. L'objectif final étant de contrôler l'esprit des humains pour qu'ils deviennent les esclaves d'une caste de riches privilégiés sans le moindre scrupule. Les aliens ne feraient sans doute qu'observer ce triste scénario avec cependant la possibilité qu'ils puissent intervenir dans le cas où la survie de l'espèce humaine serait gravement menacée. 14. Alternatives. Les conclusions auxquelles nous sommes parvenus suggèrent qu'il pourrait bien exister des relations entre des organisations humaines très fermées, militaires et renseignements, et des groupes d'extraterrestres. Le contact officiel existerait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1947, et plus probablement avant, peut-être après la Première Guerre mondiale, 1914 à 1918. Cependant, après 1945 nous entrons dans une période sombre de l'histoire humaine qui s'appelle la guerre froide, qui a commencé en 1947 et s'est terminée en 1991 au moment de l'implosion de l'Union des républiques socialistes soviétiques et de la dissolution du pacte de Varsovie. Durant cette guerre froide, nous avons évité de justesse la destruction de notre civilisation, au sens large du terme, par les armes nucléaires. Notons aussi que c'est une période pendant laquelle les budgets alloués à l'industrie de l'armement étaient colossaux et que le cartel militaro-industriel en a profité pour mettre en place son hégémonie sur toute l'économie. Voyant cette situation catastrophique pour l'humanité, les extraterrestres auraient alors proposé un plan de désarmement bilatéral, USA et Union des républiques socialistes soviétiques, et peut-être même une intervention plus directe dans les affaires humaines. C'est à ce moment que les difficultés ont surgi entre les militaires et les extraterrestres. Leurs objectifs réciproques étaient différents et même parfois opposés. Depuis ce désaccord, il existerait un conflit entre les militaires et les extraterrestres.
Mais cette sorte de « guerre » contre les extraterrestres n'existerait pas pour les raisons que nous croyons. Ce n'est pas pour protéger les populations que les militaires se battraient, mais uniquement pour sauvegarder leur immense pouvoir sur notre planète. Notons que ce conflit n'est pas un conflit armé dans lequel des armes conventionnelles seraient utilisées, troupes, avions, chars, etc. Cela ressemble plutôt à une lutte de pouvoirs et d'influence pour imposer son point de vue. La désinformation au sujet des ovnis et des aliens ferait partie des armes utilisées par les militaires pour garder le contrôle. Nous pensons que les extraterrestres souhaitent exercer une sorte de mission civilisatrice envers nous et qu'ils nous préparent, peu à peu, à entrer dans une communauté interstellaire composée des multiples civilisations qui peuplent notre galaxie. Le seul obstacle qu'ils rencontrent pour mener à bien cette mission civilisatrice est représenté par le pouvoir des militaires qui ne souhaitent aucunement la paix mondiale. Si les extraterrestres parvenaient à leur fin, toutes les armées du monde seraient dissoutes et les militaires n'auraient plus aucun pouvoir. Et cela, ils n'en veulent pas. Soyons sûrs qu'ils sont prêts à monter les coups les plus tordus pour rester aux commandes. La seule alternative est de croire que la finalité de la vie sur Terre et dans l'univers n'est pas la guerre et la destruction, mais au contraire la paix et l'amour pour toutes les créatures vivantes. Je fais partie de ceux qui pensent que les extraterrestres souhaitent nous aider dans notre évolution. Certains ufologues diront que c'est une vision naïve et angélique des ovnis, mais ce que je sais d'eux ne m'autorise pas à penser qu'ils sont hostiles et belliqueux. Je crois sincèrement qu'ils veulent nous accompagner sur le chemin qui doit nous conduire au sein de la communauté interstellaire qui est composée des nombreuses civilisations qui habitent notre galaxie. Pour eux, nous sommes encore des enfants, certainement des enfants terribles, qui font leurs premiers pas dans le vaste univers et qui ont besoin d'une surveillance étroite pour éviter qu'ils fassent de grosses bêtises. Tunnel de temps. Des voyages dans le temps et dans l'espace seraient donc réalisables. La technologie concernant les tunnels de temps aurait été acquise en coopération avec des groupes d'extraterrestres. Ils auraient aussi fourni les technologies de contrôle de la pensée pour la réalisation d'une société humaine hautement technique et automatisée. Cette situation aurait été élaborée dans le but d'un meilleur contrôle de notre société. Le temps apparaîtrait comme un système de mesure quantifiable et compartimenté, mais dont les événements survenus dans le passé ne peuvent être modifiables, sauf à créer des paradoxes temporels. Des hiérarchies de compétences auraient été déterminées en fonction des catégories d'entités extérieures. Certaines n'étaient là qu'en observateurs et ne participaient à aucune élaboration de programme. Des données technologiques étaient transférées depuis les niveaux de compétences des IT collaborateurs vers les ordinateurs de grande capacité dont disposaient les techniciens, en liaison avec eux, souvent en modifiant les structures même des ordinateurs. La technologie permettant la réalisation de différents matériels de très haute technologie a été entreprise de concert avec diverses ethnies extérieures. Notamment tout ce qui concernait les systèmes de modulateurs à ondes pulsées et les émetteurs à haute puissance ainsi que les amplificateurs à champs croisés, appelés amplitrons. La construction des systèmes de fabrication des tunnels de temps aurait donc été réalisée dans ces conditions. Toutes ces recherches auraient été faites sous une très haute surveillance. L'achat des matériaux permettant les réalisations était effectué dans le plus grand secret. The Black S Project aurait été l'entreprise la plus secrète jamais organisée. Lorsque les résultats étaient atteints, toutes les pièces à conviction étaient soigneusement détruites. Les tunnels de temps auraient permis l'installation de bases américaines sur la Lune et sur Mars en coopération avec la Russie entre les années 1960 et 1970. Bien qu'aucun signe de vie apparente n'y ait été identifié, de gigantesques installations souterraines, encore en état de fonctionnement y auraient été répertoriées. Cela pourrait ressembler à d'énormes entrepôts de stockage. Des banques de données y auraient été entreprises, qui, installées dans un ordinateur, permettraient d'accéder directement aux emplacements, par l'intermédiaire des tunnels de temps, eux aussi répertoriés. Mais cela n'aurait pas été suffisant à leur réalisation. Il conviendrait également de tenir compte des mouvements de notre planète et de celle de tout notre système solaire.
Les références seraient complètes et applicables selon les besoins. Tous les paramètres figureraient dans des banques de données. Il convient de préciser que toutes les personnes humaines qui auraient été impliquées dans ce type de recherche auraient subi un lavage de cerveau méthodique à la fin de leurs travaux, avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Il apparaîtrait évident que des techniciens allemands de très haut niveau, à la fin de la Seconde Guerre, auraient été en contact avec des extraterrestres et qu'ils détenaient des ovnis. La Russie et les États-Unis se seraient partagé leurs compétences et certains des experts allemands, plusieurs milliers en l'occurrence, au lendemain de la guerre. Un traité de non-interférence aurait été signé par le 34e président des USA Dwight Eisenhower avec les différentes factions extraterrestres déjà établies sur notre sol. En 1983, une trouée dans l'espace-temps, au niveau géophysique de la Terre, aurait été réalisée par les extraterrestres, pour une durée de 40 ans, afin d'en permettre l'accès à un grand nombre de grands vaisseaux. Une invasion massive de vaisseaux spatiaux aurait ainsi pu s'immiscer dans notre dimension, sur la plupart des continents de notre planète. Il se serait agi d'une intervention d'extraterrestres provenant d'un autre univers. Les voyages dans le temps permettraient de déterminer quel serait le futur de la société humaine, un langage interdimensionnel, très élaboré, permettrait de communiquer entre tous les êtres. La plupart des ET à qui la question de l'existence d'un Dieu aurait été posée auraient fait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un de leurs sujets de préoccupation. Aucune organisation religieuse n'existerait chez les espèces d'extraterrestres interrogées sur ce sujet. Par contre, il conviendrait que nous nous trouvions à l'intérieur d'un organisme, par comparaison avec les virus qui nous habitent. Il nous serait alors plus facile de concevoir une pluralité d'univers et que certains de ses occupants soient en capacité de passer de l'un à l'autre, à l'instar de certains de nos virus. Il y aurait de nombreuses variétés d'IT qui se contentent d'observer ce qui se passe sur notre planète. Quelques-unes seulement coopéreraient avec l'espèce humaine. D'autres se montreraient parfaitement indifférentes à l'avenir de notre espèce. D'autres pourraient se montrer totalement hostiles à notre avenir, mais des espèces semblent vouloir réguler leurs actions dans un esprit de sauvegarde de notre espèce et surtout se préoccuperaient de l'avenir de notre planète. Elles seraient déjà intervenues, dans ce sens, à plusieurs reprises et aussi au cours des siècles passés. Quelles seraient donc les motivations essentielles d'aussi importantes variétés d'IT sur notre planète ? Il se pourrait que notre Terre abrite des éléments chimiques rares, qui ne seraient pas disponibles ailleurs. Il se pourrait aussi que les humains représentent une valeur comparable à celle que nous attribuons à notre bétail. Certains d'entre eux s'intéresseraient plus particulièrement à notre physique, à notre génétique peut-être singulière pour eux et aux facultés illimitées que représenterait l'esprit humain et qui fascinerait de nombreuses espèces parmi nos visiteurs. Certaines de ces entités seraient beaucoup plus anciennes que d'autres, ce qui pourrait expliquer leur ascendance sur les autres variétés. Il est à noter que certaines variétés d'IT ne supportent pas les vibrations particulières de notre planète et ne peuvent y séjourner, sauf à utiliser des équipements spécifiques. Des groupes, jugés indésirables, auraient été éjectés de notre planète. Il se pourrait même que des conflits majeurs aient pu éclater, au cours de temps anciens, entre les diverses variétés d'explorateurs interstellaires, au niveau de notre planète, en particulier pour sa possession. Il apparaîtrait quasiment évident que l'espèce humaine soit une espèce hybride, réalisée à partir de manipulations génétiques, à partir d'une variété d'hominidés. La croyance des religions qui considèrent qu'il y aurait eu création de l'espèce humaine pourrait en être l'explication. La théorie du champ unitaire, élaborée par Albert Einstein, permettrait de comprendre les principes fondamentaux des champs électromagnétiques qui sont en corrélation avec des champs énergétiques supérieurs comme le soliton et les champs tensoriels, et qui permettraient aux moteurs anti-gravité, apparemment utilisés par certains extraterrestres, de se déplacer à travers l'univers. Mais il semblerait que divers systèmes de propulsion puissent être utilisés ainsi que différentes façons, pour se déplacer à travers l'espace de l'univers. Chaque espèce posséderait ses propres moyens technologiques. Révélation. La loi du silence et de la désinformation ont fait leur temps.
Il conviendrait de changer de perspective. Un nouveau scénario serait en préparation pour établir une vérité acceptable par les oligarques et par les populations. Il ne serait toutefois pas envisageable dans l'immédiat. Ce scénario consisterait à reconnaître un certain nombre de faits avérés, devenus trop flagrants, tout en minimisant leurs impacts. L'hégémonie arrogante des USA pose des problèmes de souveraineté aux autres États de notre planète. La France, ainsi que d'autres nations, se seraient ainsi jointes à Laurence Rockefeller, qui voudrait rapidement passer à la phase 2 du programme OVNI. De nombreux pays, y compris la France, auraient leur propre réseau de coopération avec des entités extérieures. Cependant, les moyens qu'ils peuvent développer sont sans commune mesure avec ceux de l'Amérique du Nord. Le rapport Cometa est un exemple de manœuvre permettant de désigner du doigt et de faire pression sur le comportement des responsables américains qui affichent ainsi leurs prétentions pour l'établissement d'une suprématie militaire, par leur supériorité technologique acquise avec les IT. Toutefois, rien n'est très clair dans ce domaine. À titre d'exemple, il apparaîtrait que les services secrets français, qui auraient supervisé la publication du rapport, seraient les mêmes qui aient transféré le projet de recherche de la MHD de Jean-Pierre Petit, lorsqu'il était directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique de Marseille, vers les services de l'armée. Ils seraient également les mêmes qui géreraient les personnes invitées sur les plateaux des télévisions concernant les émissions sur les ovnis et qui sont chargés torpiller la crédibilité. En l'occurrence, le terme de sabotage serait-il adapté? Il ne faut évidemment pas penser que des révélations seront faites sur le fonctionnement technologique des extraterrestres. Plusieurs groupes, de diverses origines, coopéreraient ainsi avec des équipes civiles et militaires américaines, sous le contrôle des militaires. Chaque groupe de recherche est totalement cloisonné, afin que la surveillance y soit parfaitement assurée et qu'aucun groupe ne puisse connaître ce que l'autre réalise. Le plus haut niveau de sécurité et de secret y serait assuré. Une loi précise que si c'est dans l'intérêt de la sécurité nationale, les rapports se rapportant, même à un projet déclassifié, ne peuvent pas être divulgués. La téléportation, le clonage génétique, la régression en âge ainsi que la progression en âge, le voyage dans le temps et tout ce qui se rapporte aux ovnis et à leurs occupants, sont parmi les sujets les plus sensibles. Il faut y ajouter les expérimentations concernant des influences sur le comportement humain. Des influences électromagnétiques permettraient d'obtenir des comportements aberrants et irrationnels. Il aurait été question de créer une arme de manipulation des masses, qui se serait avérée efficace, invisible et indétectable. D'autres expérimentations auraient consisté, toujours en corrélation avec un groupe d'IT, à décoder les ondes cérébrales émises par la pensée ainsi qu'avec le processus inverse consistant à transférer un volume de réflexion à visées individuelles, collectives, ou envers une ethnie ciblée. Un tel processus aurait été organisé pour déclencher des armées de rebelles à l'échelle mondiale. Le terrorisme mondial serait ainsi ordonné. Il y aurait un contrôle cérébral qui serait déclenché, à volonté, par le nouvel ordre mondial. La création de désordres intentionnels de la personnalité sur des personnes relève d'un génocide organisé. C'est dans une telle perspective que d'importantes bases de données auraient été organisées afin de pouvoir recueillir, sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme, toutes les informations personnelles de tous les individus, par la NSA américaine. Si une représentation, qui se considère élitique, est capable de s'adonner à de telles pratiques, pour pouvoir établir son dictat, cela signifie qu'elle est complètement dépravée. Il s'agirait évidemment d'une conduite vers un totalitarisme mondial. La prise du pouvoir par les multinationales et les spéculations financières embarqueraient la société humaine vers cet impérialisme global de la planète. Cela serait là, la porte ouverte à toutes sortes de tyrannies. Une forme de totalitarisme serait déjà en place. Rappelons qu'une directive, IANAP 146, des USA, s'appliquant au personnel militaire et civil de l'aviation, notifie que tout témoin de phénomène OVNI doit urgemment témoigner et rendre compte de ses observations.
Il y est aussi précisé qu'en cas de divulgation de ces informations assimilées au secret militaire, les contrevenants sont punissables au titre d'espionnage à 10 ans de prison. Une loi française interdit aussi l'accès aux rapports de gendarmerie concernant des témoignages sur les ovnis, pour une durée de 50 ans et jusqu'à 150 ans dès qu'il y aurait une connotation de santé. Vous avez dit censure. Les pays qui ont un rapport avec les phénomènes ovnis sont classifiés en 4 catégories. Ceux qui se considèrent comme non concernés. Ceux qui n'ont pas de moyens d'investigation. Ceux qui ont des moyens d'investigation. Ceux qui seraient entrés en contact avec leurs occupants et qui auraient établi des protocoles de coopération scientifique et technologique. Les USA qui sont classés dans ce 4e groupe démontrent leur arrogance envers leurs alliés du bloc de l'OTAN. Le rapport Cometa a pu observer que l'armée américaine était en possession de technologies très avancées, pour ce qui concerne la réalisation des structures d'appareils aériens furtifs, des systèmes de propulsion et des armements. Il s'avère également qu'ils maîtriseraient l'antimatière, les supraconducteurs, et auraient une totale maîtrise de nouvelles sources d'énergie, entre autres choses. Leur supériorité technologique, stratégique et économique est sans égale, et le rapport Cometa précise que les ovnis existent et que ce sont des appareils volants dotés de performances stupéfiantes. L'explication la plus probable est de considérer que ces engins viennent d'autres planètes. Les Américains ont des preuves absolues de ces 2 premiers constats. Ils possèdent des épaves et des corps. Ils ont mis en œuvre des technologies résultantes de leurs contacts. Leur supériorité militaire et politique globale en serait la conséquence. Leur politique de désinformation systématique est sans équivoque. Les auteurs de ce rapport sont évidemment en possession de preuves irréfutables leur permettant d'apporter de telles affirmations. Ces preuves ne sont pas communicables puisque faisant partie des secrets défense militaires. Le public français ne doit rien en connaître, seuls des extraits de ce rapport ont été diffusés dans la presse et ensuite à travers un livre. Il apparaît également que l'attitude passive et négative des scientifiques français, ainsi que de la désinformation systématique de toute la presse française, se rend coupable d'une collusion avec les USA, ayant pour conséquence d'assurer l'hégémonie américaine. Par ailleurs, de très grandes installations souterraines abritant des IT et les principaux centres de transfert de technologie existeraient bien aux États-Unis. Ces installations seraient toutes reliées entre elles par des tunnels. Des trains, maglevs, à sustentation magnétique, y circuleraient à plusieurs milliers de kilomètres à l'heure et permettraient des transferts rapides des personnels concernés. La France pourrait, elle aussi, posséder dans ces installations du plateau d'Albion, qui est un ancien site du 1er régiment de missiles à ogive nucléaire, et qui comptabiliserait jusqu'à 350 grottes, dont certaines auraient des volumes particulièrement surprenants, des installations d'entités biologiques extraterrestres. Un second centre se trouverait près de Fort-Calquier, à Saint-Michel-l'Observatoire. Plusieurs tunnels aboutiraient à de vastes salles. Tout y serait évidemment secret, y compris certaines armoires renfermant d'énormes quantités de photos d'astronomie montrant des ovnis, mais aussi des installations particulières en orbite, ce qui, selon toute apparence, dérangerait beaucoup les autorités, c'est que les EBE se comportent en situation de conquérant. Un extraterrestre, parmi d'autres, aurait été capturé, à la suite de l'écrasement accidentel de leur appareil, et des informations auraient ainsi été recueillies. Il se serait présenté comme étant un être spirituel immortel. Grâce à un contact télépathique établi par lui, le point B.E aurait bien voulu répondre à certaines des questions qui lui étaient posées. Toutefois, la compréhension des réponses serait, d'une part, une traduction des pensées transmises, et d'autre part, une interprétation subjective, concernant les compétences personnelles, de la personne transférée à son côté. Son corps n'avait pas une apparence biologique, il était asexué, il n'avait ni bouche, ni nez, ni oreille, il mesurait environ 100 cm, sa tête était énorme, ses membres étaient frêles, ses pieds et mains ne comportaient que 3 doigts. Son apparence était celle d'un enfant de 5 ou 6 ans. Ses yeux étaient anormalement grands.
Sa vision semblait correspondre à des capacités particulières, inconnues du témoin qui aurait rapporté ses observations. Il aurait indiqué que son corps n'avait pas besoin d'oxygène, ni d'eau, ni de nutrition. Il créait, lui-même, l'énergie dont il avait besoin pour fonctionner. Son corps n'était ni mécanique ni biologique. Cet être s'auto-animerait par sa spiritualité et communiquerait par la pensée en utilisant un langage et des symboles. L'appareil accidenté aurait été pris dans une décharge électrique de l'atmosphère terrestre et aurait échappé, par voie de conséquence, au contrôle électromécanique et aux commandes mentales des pilotes. Ils étaient en train d'enquêter sur les radiations des nuages de notre planète. Ces êtres, selon l'interprétation donnée, appartiendraient à un amas galactique et leur rôle serait de protéger notre planète qui ferait intrinsèquement partie de leur territoire. La médiocrité et la faiblesse de la civilisation terrestre et de son armement compromettraient l'équilibre général. Un contact direct avec l'espèce humaine ne serait pas autorisé, mais seulement son observation. Des observations périodiques de la planète y seraient effectuées, même bien avant l'existence des civilisations humaines. Toutefois, il semblerait qu'ils ne porteraient que peu d'intérêt à notre planète. CEBE serait doté d'un ordre et d'un pouvoir, ainsi que de la connaissance et de la sagesse. Ils auraient une ancienneté supérieure, qui les élève à un rang très supérieur. Des formes d'intelligence très supérieures figureraient partout dans cet univers et dans les univers. Il aurait refusé de communiquer avec d'autres personnes ou il aurait détecté des intentions défavorables à son encontre et avec lesquelles il ne pouvait transmettre des informations. Des autorités militaires et des personnes vêtues de noir escortaient la personne chargée d'interroger le point B.E. Cet être ne semblait pas avoir la nécessité de dormir. Il n'avait ni sourcils, ni cils, ni paupières. Sa personnalité aurait apparu comme indépendante de son corps. De nombreuses questions, organisées par les représentants militaires, scientifiques et gouvernementales n'obtinrent aucune réponse. À l'évidence, l'extraterrestre comprenait les réelles intentions des personnes qui avaient rédigé les questions. Sa coopération aurait été très limitée, puisqu'il se considérait prisonnier, temporairement. Toutefois, il devint évident que les échanges télépathiques étaient trop difficiles à comprendre pour l'interprète désigné. Il aurait été décidé d'apprendre notre langue à Lith qui accepta. Il aurait également été décidé de ne plus lui poser de questions, mais de connaître ce que Lith voudrait bien transmettre. Il donna comme information qu'il était chargé de la surveillance de leur territoire. Il aurait aussi indiqué que d'autres civilisations de point B.E, venant de la galaxie, étaient établies sur notre planète et qu'elles interféraient avec leur propre base. Sa mission aurait été également de préserver cette planète et toutes ses formes de vie. Chaque être est immortel et doit être respecté. Il aurait provoqué une expérience de décorporation à l'interprète pour lui faire comprendre le fonctionnement de la conscience spirituelle. Il aurait déclaré avoir été aussi diligenté pour enquêter sur les entrepôts d'armement nucléaire. Il devait également définir quels étaient les impacts sur l'environnement terrestre des explosions nucléaires enregistrées. Il aurait encore précisé de devoir utiliser son apparence corporelle, réalisée en matériaux synthétiques et de connexions électriques très sensibles, qui seraient en phase avec une onde électronique propre à chacun d'entre eux et en phase avec le système évolutif du vaisseau spatial, pour se rendre sur les planètes et pour pouvoir fonctionner dans le monde physique. L'appareil serait dirigé par les pensées de l'équipage et fonctionnerait comme une extension des EBE. L'écrasement de leur appareil aurait été provoqué par un court-circuit et les aurait déconnectés. En dehors de leur mission particulière, ces EBE pourraient voyager à travers les espaces sans avoir recours à leur apparence. Leur contrôle s'effectuerait sur un quart de notre univers physique englobant plusieurs amas galactiques et toutes les composantes de chaque système solaire dans leur globalité. Leur mission consisterait à sécuriser, à contrôler et étendre leur zone. Il comparerait sa mission à celle des colonisateurs, mais avec plus de respect envers les occupants des territoires, envers lesquels il n'interférerait pas.
Aussi, dans la mesure du possible, ces colonisateurs particuliers chercheraient à rester très discrets. Il n'aurait pas encore été jugé utile de transmettre les raisons de leurs interventions au peuple de cette planète. La ceinture d'astéroïdes, provenant selon lui de l'explosion d'une planète, leur servirait de base avancée particulièrement favorable pour diverses raisons. Toujours selon cette EBE, le temps ne serait qu'une référence arbitraire causée par le mouvement des objets à travers l'espace. L'espace n'est déterminé que par l'observation des objets dont le déplacement dans cet espace n'est pas linéaire. De ce fait, l'histoire ne serait pas un enregistrement linéaire d'événements. L'histoire ne serait qu'une observation subjective du mouvement des objets à travers l'espace, enregistrée par le monde du vivant. Il s'agirait en fait d'interactions concomitantes et simultanées. Pour comprendre l'historique, il faudrait prendre conscience que tous les événements feraient partie d'un ensemble interactif. Le temps devrait être considéré comme une vibration englobant la totalité de l'univers. Il aurait indiqué que chaque conscience est non seulement indépendante du corps, mais elle serait aussi indépendante de chaque autre conscience. Il aurait également la possibilité de percevoir les différents niveaux du physique et n'aurait pas de positionnement ni dans l'espace ni dans le temps. Son immatérialité lui octroierait toute latitude d'expérimentation. Il aurait aussi la capacité de se réinformer sur sa conscience. Il y aurait une créativité d'univers physique. Une préformation de l'univers physique résulterait d'une sorte d'allégorie illusoire. Plusieurs organisations de point B.E comparables à la sienne contrôleraient des parties de l'univers et se chevaucheraient. Toutes les formes physiques de l'univers seraient composées des mêmes matériaux indestructibles. Plusieurs civilisations sur la Terre auraient été organisées à partir de sociétés extérieures. Toutefois, aucune colonisation ne peut être réalisée sur une planète sans l'autorisation de son organisation. Cependant, certaines disparitions auraient pu être engendrées par leur force technologique, mais aussi par des événements cataclysmiques propres à la Terre. Elles seraient restées quasiment vides de vie pendant de longues périodes avant de repartir pour de nouveaux cycles. Ces situations expliqueraient que la Terre n'aurait pas pu développer de civilisation supérieure. Son isolement galactique l'éloigne des grands centres planétaires. Elle n'aurait pas pour vocation de pouvoir développer des niveaux supérieurs de civilisation. Cette planète serait sous divers contrôles et comporterait des systèmes programmés d'amnésie empêchant l'espèce humaine de pouvoir accéder à une émancipation. Cette planète pourrait n'être qu'une sorte de prison, aucune entité humaine ne serait originaire de la Terre. Toutes les populations terrestres seraient conservées en esclavage, par la peur, l'ignorance et la force. Les Man in Black, les hommes en noir, qui apparaîtraient, alors qu'inattendus, en tout lieu, seraient un groupe d'IT spécialisé dans l'équilibre des conditions planétaires. Cette éventualité expliquerait peut-être leur niveau d'intervention. Ils ne seraient pas de constitution physique, mais ils auraient la particularité de pouvoir se matérialiser. Cela pourrait aussi être une explication à leurs soudaines apparitions et disparitions et aux divergences spatio-temporelles constatées par les personnes ayant eu des contacts fortuits avec eux. Il se pourrait que leurs interventions soient diligentées et que leur mission soit défrayée. Ils ne doivent pas être confondus avec des militaires chargés d'intimider des témoins afin de les convaincre à se taire. Ils n'auraient aucun rapport avec les hélicoptères noirs, qui eux, appartiendraient à l'organisation américaine et concerneraient des opérations ponctuelles secrètes. Il existerait une multitude de mondes parallèles. Chacun d'eux présenterait des flots dimensionnels, qui seraient spécifiques à chaque personne. De plus, ces flots s'exprimeraient selon les tendances, elles aussi spécifiques, à chaque entité. Par ailleurs, chaque entité participerait à un ensemble de plus grandes réalités rejoignant un concept d'unité souveraine. De nombreuses pistes temporelles coexisteraient dans l'environnement d'une puissance morale universelle. Indépendamment des éléments donnés par cette EBE, il existerait une entropie spirituelle, qui est une loi de la thermodynamique qui affirmerait que dans des conditions normales, tous les systèmes qui sont laissés à eux-mêmes ont tendance à se désorganiser.
De cette loi, il découlerait que les personnes asservies sauraient répandre une philosophie et des attitudes comportementales axées vers certaines orientations. Lorsque ces personnes représentent l'élite sociale, elles peuvent créer un modèle d'asservissement des populations. On peut, à ce titre, se demander comment il se fait que les extraterrestres n'envahissent pas la Terre directement. Ils en auraient effectivement les capacités pour pouvoir le réaliser. En fait, cela n'est pas aussi facile. D'abord parce que, pour ceux qui seraient tentés de le faire, ils rencontreraient des oppositions, de la part des autres espèces en présence, puis parce que cela serait contraire au libre choix de la planète. Même si des accords étaient effectivement passés avec des représentants de notre société humaine, ceux-ci ne représenteraient pas les souhaits de la conscience collective. Le continuum, espace-temps, de la Terre et du système planétaire, accéderait à des spectres vibratoires créant des réalignements électromagnétiques sur notre planète. Des énergies et des formes de pensée collective pourraient influencer les potentiels énergétiques des planètes. Chaque personnalité humaine, quelle que soit sa philosophie, devrait impérativement accéder à une autre dimension de densité. Chaque civilisation doit avoir en perspective la réussite globale de la société humaine, contrairement à la pensée des oligarchies dirigeantes. Un volume considérable de documents gouvernementaux atteste de la réalité des faits qui sont ici relatés. Une très grande quantité de documents photographiques et de vidéos parfaitement authentifiés viendraient étayer des témoignages. Des traces matérielles d'atterrissage ou d'autres éléments convergeraient aussi vers cette réalité ne pouvant plus être mise en cause. Forces aériennes. Les forces aériennes péruviennes ont créé en décembre 2001 l'OFAA, Officine de Investigation de Phénomeno Aéreos Anomalos. Ce bureau d'enquête sur les phénomènes aériens non identifiés est dirigé par le commandant José Luis Chamorro. Les membres du comité sont Abraham Ramirez Lituma, doyen de l'Académie des FAP, de Fernando Fuensalida, anthropologue, de Mario Zegara, médecin et d'Anthony Choi, hypnotiseur. Le CDT Chamorro a déclaré au journal Sahamos, supplément de El Comercio du 2 février 2002, sur l'objet de cette équipe. Le cœur du problème est la sécurité. Si un appareil non péruvien pénètre dans notre espace sans autorisation, il doit être soit reconnu soit intercepté, qu'il soit équatorien, russe ou martien. Un scientifique mourant a fait une étrange vidéo sur son lit de mort, en déclarant qu'il sait ce qu'il se passe à la mystérieuse zone 51 dans le Nevada et déclare que la technologie récupérée des soucoupes volantes va à la firme de défense Lockheed Martin. Boyd Bushman a fait des révélations dans une vidéo enregistrée juste avant sa mort en août avec des photos d'extraterrestres qui selon lui, ont été prises avec des appareils photo jetables dans les installations militaires américaines. Bushman était un chercheur pour Lockheed Martin, avec un certain nombre de brevets à son actif bien que certains détails de sa biographie sont contestés. Bushman dit dans la vidéo, prise le 7 août de cette année. En ce qui concerne le vaisseau extraterrestre, nous avons des citoyens américains qui travaillent sur les ovnis 24 heures sur 24. Nous essayons d'apprendre ce qu'il faut faire. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un à la firme de défense a affirmé que les secrets des vaisseaux spatiaux extraterrestres sont étudiés chez Lockheed Martin. Ben Rich, un employé de Lockheed Martin qui a développé des chasseurs furtifs, a déclaré: nous avons déjà les moyens de voyager parmi les étoiles, mais ces technologies sont enfermées dans des projets noirs et il faudrait un acte de Dieu pour que l'humanité puisse à jamais en bénéficier. Nous pouvons faire tout ce que vous pouvez imaginer, /. Il y a 2 groupes d'extraterrestres, a dit Bushman. Il les divise en 2 groupes. C'est comme un ranch de bétail. Il y a un groupe de cow-boys, et les autres sont des voleurs, les voleurs de bétail. Les cow-boys sont nettement plus amicaux, et ont de meilleures relations avec nous. Les confessions sur des lits de mort à propos de l'existence d'ovnis et d'extraterrestres semblent être bien plus convaincantes. Pourquoi les gens mentiraient? A dit Nigel Watson, auteur de Ren's UFO Investigation Manual.
Néanmoins, nous devons nous méfier du fait que sur de longues périodes les souvenirs finissent par se faner, et les gens peuvent utiliser des morceaux de souvenirs afin de reconstituer des événements pour fabriquer une histoire qu'ils préfèrent croire ou pour satisfaire leur public. Le fait est que nous avons besoin d'encore plus de preuves solides pour corroborer ces déclarations et sans cela, les sceptiques peuvent toujours bouger leur tête dans tous les sens et la controverse OVNI peut continuer. 17 février 2016. Pourquoi supprimer la vidéo si ce qu'il dit n'est pas vrai? Je suis certaine qu'un groupe de personnes puissantes savent des choses qu'ils ne veulent pas dévoiler à l'humanité par peur de révolte ou panique. Nous ne sommes que des spécimens scientifiques ni plus ni moins. Nous pensons tous avoir une vie bien à nous. En réalité nous ne sommes que les poumons d'une matrice qui nous dirige sans même nous en rendre compte. Notre monde n'est qu'une mascarade. Nous sommes des moutons suivant leur berger qui les mène tout droit à l'abattoir. En 2005, après un audit effectué par François Louange, directeur de Fleximage Group Aid, la direction du Centre national d'études spatiales a décidé de reformer un comité de pilotage pour une relance des activités liées au PAN et de transformer le SEPRA en GEPAN dirigé par M. Jacques Patenay. Il faudra attendre l'année 1997 pour voir enfin le tabou lié aux ovnis perdre de sa force. La vie ailleurs. Il apparaît possible de pouvoir vivre sur n'importe quelle planète, dès l'instant où des conditions de vie y sont adaptées. Certains scientifiques américains admettent détenir toute la technologie nécessaire pour pouvoir créer des bases de vie sur la Lune et sur Mars. Il apparaîtrait alors évident que des entités extérieures, possédant des niveaux technologiques beaucoup plus avancés, puissent s'installer partout, même sur des planètes comme Vénus. Des informations totalement erronées nous sont continuellement communiquées, pour continuer à nous faire croire que des températures excessives et des analyses des atmosphères des autres planètes de notre système solaire ne leur permettent pas d'être habitables. À titre d'exemple, des sondes en orbite autour de la Terre révéleraient que l'atmosphère terrestre est mortelle à cause d'une insuffisance d'oxygène, que des températures de 1000 degrés auraient été enregistrées dans l'ionosphère. Il devient alors difficile de crédibiliser les informations fournies par les sondes orbitant autour d'autres planètes. Des programmes d'études sur les ovnis, réalisés au Canada par des scientifiques auraient permis d'établir des contacts avec des Vénusiens. Un site expérimental d'atterrissage d'ovnis aurait été installé, avec pour succès de l'atterrissage d'un appareil cylindrique de 210 mètres de diamètre et de 90 mètres de hauteur. Des coopérations en recherche technologique auraient également été programmées avec des occupants de vaisseaux vénusiens. L'aspect physique des Vénusiens serait comparable à celui des humains, mais leur culture intellectuelle serait beaucoup plus raffinée. Ils sembleraient beaucoup plus sereins et confiants que nous, et dégageraient une grande sagesse. Des voyages vers la planète Vénus et des séjours dans quelques zones habitées, situées sous de gigantesques dômes, auraient été organisés avec cette planète. Selon des rapports effectués, les Vénusiens se seraient montrés préoccupés par nos orientations économiques et tout particulièrement par les dégradations causées à notre environnement. Les Vénusiens considéreraient que notre planète est primitive, violente et très polluée. Il leur apparaîtrait difficile de se déplacer dans notre atmosphère et de devoir la respirer. Ils auraient ressenti que leur corps était devenu lourd et encombrant. Certains d'entre eux auraient séjourné au Tibet. Des études du comportement humain auraient été réalisées par une jeune Vénusienne, installée en toute discrétion dans le Tennessee, après un accord diplomatique et une préparation adaptée de 8 années. Les Vénusiens prétendraient s'être intéressés à de précédentes civilisations, sur notre Terre, au cours des siècles terrestres, pour leur enseigner les bases permettant la création de systèmes économiques adaptés. Ils utiliseraient des systèmes de propulsion électromagnétique par antigravité. En 1952, un astronome amateur, George Dembski, que la presse de l'époque accusait de charlatanisme, aurait démontré, photos à l'appui, s'être rendu sur la Lune, sur Mars et sur Vénus avec un ovni vénusien. Tous les documents produits auraient depuis été considérés comme authentiques. La présence sur Terre d'entités génétiques extérieures n'est plus à démontrer. Leur présence sur les planètes voisines à notre planète ne paraissait pas, a priori, envisageable.
Tous les manuels d'astronomie précisent qu'aucune vie ailleurs que sur la Terre ne peut exister dans notre système solaire. Cette indication est relayée par tous les modèles religieux, ce qui leur permet de garantir tous leurs dogmes. La création de l'espèce humaine représentant le summum de la création par leur Dieu. Un projet de divulgation publique, concernant les extraterrestres, permettant d'apporter des preuves irréfutables et d'émettre des recommandations en matière d'exopolitique extraterrestre, a été conduit par le Canada depuis plus de 10 ans. Celui-ci propose une décennie de contacts pour une éducation publique formelle, suivie d'une diplomatie de notre société terrestre avec des cultures extraterrestres visitant actuellement notre planète. Le temps serait venu de révéler publiquement que des civilisations extraterrestres avancées visitent la Terre. Les implications, concernant la divulgation publique, y seront considérables. Cette divulgation aurait entre autres objets tels que l'environnement, la pauvreté, la sécurité et la paix sur notre Terre, de mettre en œuvre une relation pacifique avec d'autres civilisations venues d'ailleurs. Cependant, la militarisation de l'espace, par les USA, représenterait un problème majeur pour l'établissement de ce projet. Une ingérence totale, concernant des complexes militaro-industriels américains détenant des mécanismes de financement occultes et représentant un gouvernement secret, déciderait arbitrairement de l'intérêt national des États-Unis et aussi mondial, par voie de conséquence. Des attaques armées contre des véhicules extraterrestres auraient été volontairement perpétrées par les USA et d'autres pays qui leur sont affiliés. Le projet « Guerre des étoiles » a été délibérément mis en place pour empêcher toute incursion d'OVNI dans l'espace atmosphérique, quitte à les détruire. Tous les responsables politiques, de tous les pays, en dehors de la Russie, ont systématiquement été tenus à l'écart et délibérément empêchés d'avoir accès à tout type d'informations concernant le sujet des extraterrestres. Seulement en Russie, une valise, accompagnant celle des instructions sur l'usage de la force de frappe nucléaire, est remise au nouveau président en lui donnant des informations particulières sur le sujet des extraterrestres. Cette situation représente un très grave danger pour les pays démocratiques, s'il en existe encore. Un obscurantisme total est actuellement utilisé à l'encontre des populations de notre planète. Il s'avère pourtant, pour les personnes qui sont parfaitement renseignées, qu'aucune menace hostile n'a été relevée de la part de nos visiteurs, à l'encontre des terriens. La seule préoccupation ne concernerait que le pouvoir mondial, aussi appelé nouvel ordre mondial, préoccupé par le maintien de ses prérogatives, à l'égard des peuples qu'il tient à préserver en état de servitude et de soumission. Sa gestion des relations militaro-humano-extraterrestres a été un véritable fiasco et a failli provoquer une catastrophe planétaire. Cette politique de la pensée unique militaire aurait conduit à des actions de destruction d'éléments extraterrestres. De hauts responsables scientifiques préviennent de l'effondrement des écosystèmes de la Terre dans les 50 années à venir, et l'avenir de la société humaine en dépend. L'impact, concernant la révélation des entités biologiques extraterrestres, permettrait d'éviter le contexte catastrophique envisagé. Cependant, la cupidité actuelle du système économique globalisé emmènerait toute l'humanité vers un chaos global. Les hauts responsables du pouvoir mondial n'y voient aucune préoccupation, envisageant même de pouvoir aller se réfugier sur une autre planète. Les programmes spatiaux n'auraient été que des alibis permettant de cacher la vérité sur les ovnis et sur les programmes de rétro-ingénierie. Il s'agirait de la plus grande escroquerie organisée, à partir des subventions payées par les contribuables des pays concernés. Cette seule éventualité de révélation suffit au pouvoir mondial de maintenir son veto sur la vérité des échanges passés en secret. C'est pourtant de l'avenir de l'humanité dont il s'agit. Des technologies de remplacement des énergies fossiles existent. Leur mise en service exigera entre 10 et 20 ans. Au-delà de cette date, le chaos économique planétaire s'installera à cause du délabrement environnemental exponentiel irréversible, créant un effondrement des structures sociales. De nouvelles infrastructures énergétiques peuvent être rapidement utilisées. Quelles sont ces technologies salvatrices ? Un accès à l'énergie de champ zéro, des applications électromagnétiques, élaborées par Nikola Tesla.
Une utilisation de la propulsion magnétogravitique et électrogravitique pour les déplacements. Une production d'énergie par confinement de température à effet nucléaire, c'est une fusion par confinement magnétique inépuisable et non polluante. Une utilisation de l'électrochimie à très haut rendement à émission de zéro polluant. Une utilisation exclusivement pacifique de ces énergies doit impérativement être assurée. De hauts responsables de la société humaine parviendront-ils à réaliser ces changements impératifs, en dehors de la censure dominée par les oligarques irresponsables qui dirigent actuellement l'humanité? Tous les projets et les réalisations restaient encore ultra secrets, s'ils pouvaient être envisagés à des fins pacifiques, entraîneraient l'humanité vers un nouveau modèle de civilisation. C'est son avenir qui en dépend. Toute la collection. Les populations esclaves est téléchargeable gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Toute cette collection est également accessible en livre broché. Les livres brochés de cette collection Les populations esclaves, au format A4 sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Une collection, en livre de poche y est également accessible. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. La totalité de la collection est en conférence audiophonique sur YouTube. La collection.